complice. Cette lettre traversa le pays. On la lisait dans les mosquées, dans les écoles, dans les marchés. Chaque mot rallumait une flamme. La tempête n'avait pas brisé Sonko. Elle l'avait révélé. Les mois passèrent. Le pouvoir pensait l'avoir réduit au silence, mais c'était l'inverse. De sa cellule, il inspirait plus qu'il ne l'avait jamais fait dehors. Des mouvements citoyens naquirent, des débats s'ouvrirent, des consciences s'éveillèrent. Les gens commençaient à comprendre que le changement n'attend pas un sauveur, il commence en chacun. Et quand vint le jour de sa libération, le pays tout entier s'arrêta. Les routes étaient bondées, les champs remplissaient l'air. Des milliers de visages, humbles, épuisés, mais heureux. Quand il sortit, vêtu simplement de blanc, il leva la main et dit : « Je ne reviens pas pour me battre contre quelqu'un. Je reviens pour que le Sénégal se batte pour lui-même. » Ce jour-là, le ciel de Dakar était clair. Et dans ce ciel, flottait une vérité simple. On peut enfermer un corps, mais pas une conviction. La tempête avait passé. Mais dans son sillage, elle avait laissé la foi d'un peuple et la naissance d'un symbole. Feu dans le prochain épisode, le retour du lion, Sonko, désormais libre, devra transformer la ferveur populaire en stratégie politique. Mais face à un pouvoir affaibli mais rusé, il découvrira que la victoire morale n'est pas toujours la victoire politique. Le jour de sa libération, Dakar s'était arrêté de respirer. Des foules s'étaient formées avant même l'aube. Les drapeaux flottaient, les chants s'élevaient, et dans chaque regard, la même émotion, le retour d'un homme qu'il n'avait jamais cessé d'attendre. Quand les grilles s'ouvrirent, il apparut dans la lumière du matin, vêtu de blanc, le visage calme, mais les yeux brûlants. Ce n'était plus le même homme qu'à son arrestation. Quelque chose avait changé, une force nouvelle, plus tranquille, plus ancrée. Il n'était plus seulement Ousmane Sonko. Il était devenu le symbole vivant de la résilience sénégalaise. Le cortège avançait lentement dans les rues, comme une marée humaine. Les chants se mêlaient aux klaxons, les larmes à la joie. On n'acclamait pas un héros, on saluait un retour. Celui d'un lion blessé, mais debout. Dans les quartiers populaires, les jeunes criaient : « Il est revenu !» Le combat continue. Et pourtant, Sonko, dans la voiture silencieuse, gardait le regard fixé sur l'horizon. Il savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Car il n'était plus question de résistance, mais de reconstruction. Dès les jours suivants, il convoqua ses plus proches alliés. Le bureau du mouvement PASTEF reprit vie. Les visages étaient fatigués, mais les cœurs pleins d'espérance. Autour de la table, il dit d'une voix posée : « Nous avons prouvé que la vérité peut survivre à la prison. Maintenant, prouvons qu'elle peut gouverner un pays. » Ces mots marquèrent un tournant. Le mouvement devait changer d'échelle. Il fallait structurer, unir, préparer. Parce que la ferveur seule ne suffisait plus, il fallait une vision de gouvernement. Les semaines qui suivirent furent intenses. Des comités furent formés, des programmes affinés, des alliances discutées. Sonko insistait sur une règle simple, aucune compromission avec l'injustice. Pour lui, la victoire n'avait de sens que si elle restait fidèle à la cause du peuple. Et dans les réunions, il répétait souvent cette phrase. Le pouvoir n'est pas un trône, c'est une mission. Si on l'oublie, on devient comme ceux qu'on combat. Mais cette pureté de ligne n'était pas facile à maintenir. Certains proches, fatigués, parlaient d'alliance, de stratégie, de pragmatisme. Lui, restait inflexible. Parce qu'il savait que le peuple ne suivait pas un calcul, il suivait une conviction. Pendant ce temps, le pays grondait encore. Les jeunes continuaient de réclamer des réformes, les familles attendaient des signes. Et partout, une question revenait. « Et maintenant, Sonko, que vas-tu faire ?» Il répondit par l'action. Il reprit la route, parcourant à nouveau les régions du Sénégal. Pas en chef triomphant, mais en homme parmi les siens. Sous les arbres de Casamance, il s'asseyait avec les anciens. Dans les marchés de Thiès, il écoutait les femmes. Dans les écoles, il parlait aux enfants. Chaque étape n'était pas une campagne, c'était un retour aux sources. Une reconquête du lien. Mais le pouvoir, lui, n'avait pas oublié. À chaque déplacement, des obstacles surgissaient, interdiction de réunion, coupure de courant, intimidation. Les médias officiels minimisaient ses actions, certains même l'effaçaient des écrans. Mais les images circulaient autrement, par les téléphones, par les réseaux, par la rumeur du peuple. Car une vérité simple s'était imposée.
On ne peut pas censurer une idée qui vit dans le cœur des gens. Un soir, lors d'une grande assemblée populaire à Ziguinchor, il prit la parole devant des milliers de personnes. La mer n'était pas loin, et le vent portait sa voix jusqu'aux dernières rangées. Il dit : « J'ai connu la cellule, la solitude et la trahison. Mais je n'ai jamais connu la peur. Parce qu'un peuple qui croit est plus fort qu'un régime qui ment. Le lion n'est pas revenu pour rugir, il est revenu pour rassembler. » La foule éclata. Les chants montèrent comme une vague. Ce soir-là, le lion avait rugi à sa manière sans colère, sans vengeance, mais avec une foi inébranlable. Le lendemain, les journaux titrèrent : « Le retour du lion ». Certains y virent une métaphore. Mais pour le peuple, c'était une prophétie. Car le lion, dans la culture sénégalaise, n'est pas un animal de pouvoir. C'est un symbole de courage, de patience et de noblesse. Et désormais, ce symbole avait un visage. Feu dans le prochain épisode, la marche vers l'espoir, Sonko transformera cette ferveur en stratégie politique concrète. Les élections approchent. Les trahisons, les espoirs, les alliances se multiplient. Mais une question brûle dans tous les esprits. Le lion parviendra-t-il à transformer la foi du peuple en victoire nationale? L'air de Dakar avait changé. On sentait dans la ville quelque chose d'électrique, d'indéfinissable. Les marchés étaient bruyants, les universités vibrantes, les taxis pleins de discussions politiques. Le pays entier semblait suspendu entre la peur et l'espérance. Parce qu'au loin, les élections approchaient. Et cette fois, tout le monde le savait, ce ne serait pas une élection ordinaire. Ce serait un moment de vérité. Un peuple fatigué face à un système à bout de souffle. Et au centre de cette tension, un nom revenait sans cesse. Ousmane Sonko. Dans les quartiers, on murmurait. Il faut qu'il y aille. C'est notre moment. S'il ne se présente pas, qui le fera? Sonko, lui, pesait chaque mot, chaque décision. Autour de lui, ses conseillers débattaient, analysaient, planifiaient. Mais au fond, il savait que cette marche vers les urnes serait bien plus qu'une course politique. Ce serait une épreuve de foi collective. Les semaines précédant la campagne furent intenses. Des réunions secrètes se tenaient tard dans la nuit. Des alliances discrètes se formaient avec des figures locales, des leaders communautaires, des associations de jeunesse. Sonko savait qu'il devait fédérer sans se trahir. Car la politique, il l'avait apprise dans la douleur, elle unit pour gagner, mais divise pour régner. Et pourtant, malgré les calculs et les stratégies, le cœur de sa campagne restait le même. Le peuple. Les affiches fleurissaient sur les murs. Un visage, un regard, un mot simple. L'espoir. Ce n'était plus un slogan, c'était un souffle. Dans les rues, les gens portaient ce mot comme une promesse. Dans les bus, les radios, les discussions familiales, il revenait sans cesse. Peut-être cette fois, peut-être que tout peut changer. Mais le pouvoir en place, lui, ne comptait pas rester spectateur. Les menaces reprirent. Des enquêtes furent ouvertes, des pressions exercées, des meetings annulés. Chaque pas en avant devenait une bataille. Et pourtant, Sonko tenait bon. Un jour, en sortant d'une réunion, un journaliste lui demanda : « Monsieur Sonko, comment faites-vous pour rester calme au milieu de tout cela ? » Il répondit simplement : « Parce que j'ai appris que la vérité n'a pas besoin de s'imposer. Elle finit toujours par s'imposer d'elle-même. » Ce calme, cette foi tranquille, devinrent son arme la plus redoutable. Là où ses adversaires criaient, il parlait doucement. Là où ils attaquaient, il expliquait. Et plus la tension montait, plus son image grandissait. Les meetings prenaient des allures de ferveur religieuse. Des foules immenses s'étendaient jusqu'à l'horizon. Des chants, des drapeaux, des visages illuminés par la conviction. Dans ces rassemblements, on ne venait pas seulement écouter un candidat. On venait retrouver une dignité collective. Sonko montait sur scène, micro à la main, les yeux humides parfois. Et il disait : « Je ne suis pas votre sauveur. Je suis simplement un homme qui croit que ce pays mérite mieux. Mais ce changement, il ne viendra pas de moi. Il viendra de vous. De votre courage. De votre vote. De votre foi. » La foule hurlait son nom. Mais lui, restait immobile. Parce qu'il savait, les acclamations sont éphémères, mais la conscience d'un peuple, elle, ne meurt jamais. À mesure que la date du scrutin approchait,
le climat devint étouffant. Les tensions politiques se mêlaient aux peurs économiques. Le pouvoir tentait de diviser, d'effrayer, de décourager. Mais quelque chose d'irréversible s'était produit. Le peuple n'attendait plus un miracle. Il voulait écrire son histoire. Les jeunes distribuaient les tracts, les mères cuisinaient pour les volontaires, les imams parlaient d'intégrité dans leurs sermons. C'était devenu un mouvement national. Une marche lente, mais inexorable, la marche vers l'espoir. La veille des élections, Dakar semblait figé. Le vent chaud portait une étrange mélodie de calme et de tension mêlée. Sonko, seul dans sa maison, relisait ses notes. Puis, il prit un stylo et écrivit une dernière phrase sur la première page de son carnet. Si je gagne, ce sera la victoire du peuple. Si je perds, ce sera sa leçon. Mais dans les deux cas, le Sénégal se sera réveillé. Il posa le stylo, ferma le carnet, et regarda dehors. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles terriennes. Et dans son regard, on voyait à la fois la fatigue de l'homme et la foi du leader. Le lion ne rugissait plus. Il attendait. Feu dans le prochain épisode, le verdict du silence, le Sénégal entre dans le jour le plus long de son histoire récente. Les urnes s'ouvrent, le peuple vote, le monde observe. Et dans le calme fragile de cette journée, un pays entier retient son souffle. Prêt à découvrir si l'espoir peut vraiment devenir réalité. Le jour se leva sur Dakar dans une lumière étrange. Ni joyeuse, ni sombre. Juste, suspendue. Le ciel semblait retenir son souffle, comme s'il savait que cette journée ne serait pas comme les autres. C'était le jour du vote. Les rues, d'ordinaire si animées, étaient calmes. Pas de cris, pas de musique, juste le bruit des pas et le froissement discret des papiers d'identité. Les Sénégalais avançaient vers les urnes comme vers un pèlerinage. Chaque pas était un acte. Chaque silence, une prière. Devant certains bureaux de vote, on faisait la queue dès l'aube. Des jeunes, des femmes âgées, des hommes en tenue de travail. Certains tenaient le Coran, d'autres un chapelet, d'autres encore rien sauf leur espoir. Et dans leur regard, on lisait la même phrase muette. Que cette fois, notre voix compte. Sonko, lui, vota dans la discrétion. Pas de cortège bruyant, pas de slogan. Juste un sourire calme, un regard déterminé. Il glissa son bulletin dans l'urne, puis leva la tête vers la foule. Un vieil homme lui lança doucement. Que Dieu protège ce pays. Il répondit. Il le fera, parce que son peuple veille. La journée s'écoula lentement. Les télévisions diffusaient les images des files d'attente, les radios multipliaient les analyses. Mais dans les rues, un autre sentiment dominait, le silence. Pas un silence de peur, mais un silence de dignité. Un silence qui disait. Nous avons parlé. Maintenant, c'est au destin de répondre. La nuit tomba. Les bureaux fermèrent. Les premières rumeurs commencèrent à circuler, ici, Sonko en tête, là, des irrégularités signalées. Sur les réseaux, la confusion se mêlait à la ferveur. Mais Sonko restait calme. Il observait, notait, priait. Parce qu'il savait que le vrai danger ne vient pas toujours de la défaite, mais du doute. Les jours suivants furent tendus. Les résultats tardaient. Les médias officiels diffusaient des chiffres partiels, contradictoires. Des voix s'élevaient, des marches s'organisaient, des accusations pleuvaient. Et le pays, une fois encore, semblait vaciller entre la colère et la. Des images montraient des foules massées devant les préfectures, chantant, criant, pleurant parfois. Mais malgré la confusion, quelque chose restait debout, le calme du peuple. Pas un calme de résignation, non. Un calme de conscience. Celui de ceux qui savent qu'ils viennent d'écrire une page que personne ne pourra effacer. Lorsque la commission annonça les résultats provisoires, la nation entière retint son souffle. Les chiffres apparurent, froids, impersonnels. Mais derrière ces pourcentages, il y avait des millions de battements de cœur. Certains criaient victoire, d'autres parlaient de trahison. Les rues grondèrent. Mais au milieu de ce tumulte, Sonko monta sur une estrade improvisée. Le micro tremblait dans sa main. Il leva les yeux vers la foule, puis dit d'une voix claire. Ne laissez pas la colère voler notre victoire morale. Nous avons semé une graine dans la terre du Sénégal. Et même si le soleil tarde à la faire éclore, elle finira par grandir. Parce que rien ne peut arrêter un peuple qui s'est réveillé. Un silence traversa la foule.
Puis, lentement, les applaudissements commencèrent. Pas des cris de guerre. Des applaudissements d'espoir. Ce soir-là, le verdict du peuple n'était pas dans les chiffres, il était dans les regards. Les jours suivants, le pays resta divisé, mais pas brisé. Les débats continuaient, les tensions demeuraient, mais une chose avait changé à jamais. Le peuple avait compris sa puissance. Et dans sa maison, Sonko, assis à son bureau, regardait le carnet qu'il avait commencé des années plus tôt. Sur la dernière page, il écrivit : La victoire, ce n'est pas de gagner le pouvoir. C'est de réveiller un peuple qui refusait de croire encore. Et ça, nous l'avons fait. Il posa le stylo, ferma le carnet, et sourit. Parce qu'au-delà du bruit, du doute et des chiffres, il savait que quelque chose d'irréversible venait de naître. L'espoir. Feu dans le prochain épisode, la révolution des consciences, l'après-élection ouvre une nouvelle ère, celle des citoyens éveillés. Sonko devient plus qu'un opposant politique et il devient le guide d'une génération. Mais entre espoir et désillusion, il devra choisir. Continuer à combattre le système, ou apprendre à le transformer de l'intérieur. Des images montraient des foules massées devant les préfectures, chantant, criant, pleurant parfois. Mais malgré la confusion, quelque chose restait debout, le calme du peuple. Pas un calme de résignation, non. Un calme de conscience. Celui de ceux qui savent qu'ils viennent d'écrire une page que personne ne pourra effacer. Lorsque la commission annonça les résultats provisoires, la nation entière retint son souffle. Les chiffres apparurent, froids, impersonnels. Mais derrière ces pourcentages, il y avait des millions de battements de cœur. Certains criaient victoire, d'autres parlaient de trahison. Les rues grondèrent. Mais au milieu de ce tumulte, Sonko monta sur une estrade improvisée. Le micro tremblait dans sa main. Il leva les yeux vers la foule, puis dit d'une voix claire. Ne laissez pas la colère voler notre victoire morale. Nous avons semé une graine dans la terre du Sénégal. Et même si le soleil tarde à la faire éclore, elle finira par grandir. Parce que rien ne peut arrêter un peuple qui s'est réveillé. Un silence traversa la foule. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent. Pas des cris de guerre. Des applaudissements d'espoir. Ce soir-là, le verdict du peuple n'était pas dans les chiffres, il était dans les regards. Les jours suivants, le pays resta divisé, mais pas brisé. Les débats continuaient, les tensions demeuraient, mais une chose avait changé à jamais. Le peuple avait compris sa puissance. Et dans sa maison, Sonko, assis à son bureau, regardait le carnet qu'il avait commencé des années plus tôt. Sur la dernière page, il écrivit : La victoire, ce n'est pas de gagner le pouvoir. C'est de réveiller un peuple qui refusait de croire encore. Et ça, nous l'avons fait. Il posa le stylo, ferma le carnet, et sourit. Parce qu'au-delà du bruit, du doute et des chiffres, il savait que quelque chose d'irréversible venait de naître. L'espoir. Feu dans le prochain épisode, la révolution des consciences, l'après-élection ouvre une nouvelle ère, celle des citoyens éveillés. Sonko devient plus qu'un opposant politique et il devient le guide d'une génération. Mais entre espoir et désillusion, il devra choisir. Continuer à combattre le système, ou apprendre à le transformer de l'intérieur. Les jours d'après ressemblaient à un long matin après l'orage. Le pays pansait ses blessures, comptait ses mots, reprenait son souffle. Les affiches de campagne se décollaient lentement des murs, mais les visages qu'elles portaient, eux, restaient dans les esprits. Et parmi eux, un visage continuait de veiller sur les conversations, sur les espoirs, sur les rues encore chaudes de tension. Celui d'Ousmane Sonko. Il n'était pas au pouvoir. Mais il avait gagné quelque chose de plus rare. Le respect. La légitimité morale. Et surtout, la confiance d'une génération. Car désormais, dans les écoles, les universités, les marchés, on ne parlait plus de politique comme avant. On parlait de valeurs. D'éthique, de justice, de souveraineté. Les jeunes ne disaient plus « le pays est perdu ». Ils disaient « nous pouvons le reconstruire ». Cette transformation invisible, lente, profonde, était la véritable victoire. Le Sénégal s'était regardé en face et il avait décidé de ne plus baisser les yeux. Sonko, lui, avait choisi la discrétion. Pas de triomphalisme, pas de revanche. Il passait ses journées à Ziguinchor, entre les livres, les rencontres et les silences. Les journalistes parlaient d'un retrait. Mais en vérité,
il préparait autre chose. Non pas une nouvelle élection, mais une nouvelle génération. Il recevait des jeunes venus de tout le pays, étudiants, agriculteurs, enseignants, entrepreneurs. Il les écoutait, les conseillait, les formait. Pour lui, l'avenir du Sénégal ne passerait pas par un seul homme, mais par 1000 consciences éveillées. Et il leur disait souvent: un leader, ce n'est pas celui qui parle le plus fort. C'est celui qui aide les autres à se découvrir eux-mêmes. Mon rôle n'est pas de diriger votre avenir, mais de vous apprendre à ne plus le déléguer. Pendant ce temps, le pays changeait. Lentement, mais sûrement. Des mouvements citoyens se formaient. Des associations réclamaient la transparence. Des villages s'organisaient pour gérer leurs propres ressources. Une révolution silencieuse, née non pas d'un parti, mais d'un principe, la responsabilité. Ce que la politique n'avait pas pu imposer par les urnes, la conscience le faisait par le cœur. Et ce que les puissants redoutaient le plus arrivait enfin. Le peuple pensait par lui-même. Un soir, dans une conférence improvisée à l'université de Dakar, Sonko prit la parole devant des centaines d'étudiants. Pas en candidat, pas en tribun. Juste en homme libre. Il dit: le véritable changement ne viendra pas d'un fauteuil présidentiel. Il viendra d'un peuple qui se lève chaque matin en sachant que son pays lui appartient. La révolution que nous avons commencée n'est pas politique, elle est spirituelle. Et personne ne peut arrêter une conscience éveillée. Un silence profond suivit. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres, les poings serrés. Mais tous savaient qu'ils venaient d'entendre quelque chose de plus fort qu'un discours. Ils venaient d'entendre une direction intérieure. Les années passèrent. Et si les élections, les crises et les débats se poursuivaient, quelque chose demeurait intact. L'idée qu'un peuple, une fois éveillé, ne se rend jamais. Sonko devint, pour beaucoup, un symbole de lucidité. Un repère moral dans un monde de calcul. Et dans les villages, quand on parlait de lui, on ne disait plus « le politicien ». On disait simplement « celui qui a réveillé le pays ». Un matin, au lever du soleil, dans son jardin à Ziguinchor, il écrivit les dernières lignes de son carnet, celui qu'il portait depuis ses débuts dans la fonction publique. On y lisait: j'ai compris qu'on ne change pas un pays en gagnant des élections. On le change en réveillant son âme. Et l'âme du Sénégal est réveillée. Le reste n'est qu'une question de temps. Il referma doucement le carnet. Le vent soufflait sur les feuilles, comme pour emporter ses mots vers d'autres horizons. Et dans ce souffle léger, on aurait juré entendre la voix d'un peuple qui murmurait: merci, lever de soleil. La révolution des consciences n'avait pas besoin d'armes ni de drapeaux. Elle avait trouvé son arme la plus puissante, la vérité. Et comme toute vérité, elle continuerait de marcher, lentement, sûrement, dans les cœurs et dans l'histoire. Fin de la saison 1, le serment de Ziguinchor. Une série qui ne raconte pas seulement la vie d'un homme, mais la renaissance d'un peuple qui a compris que la liberté commence quand on ouvre les yeux. Au lever de soleil, la révolution des consciences n'avait pas besoin d'armes ni de drapeaux. Elle avait trouvé son arme la plus puissante, la vérité. Et comme toute vérité, elle continuerait de marcher, lentement, sûrement, dans les cœurs et dans l'histoire. Fin de la saison 1, le serment de Ziguinchor. Une série qui ne raconte pas seulement la vie d'un homme, mais la renaissance d'un peuple qui a compris que la liberté commence quand on ouvre les yeux.